Dans cette vidéo, nous allons aborder dans un premier temps la théorie relative aux réactions d'oxydoréduction et nous verrons ensuite comment pratiquement appliquer ce que nous avons pu voir à la résolution d'un exercice. Nous avons vu l'an dernier que le nombre d'oxydations correspond au nombre de charges et ou de charges partielles qui sont portées par un atome. Si on prend les exemples qui sont ici, dans NaOH, l'atome de sodium porte une charge positive, son nombre d'oxydation est plus 1. L'hydrogène porte une charge partielle positive, son nombre d'oxydation est également plus 1. Et l'oxygène porte une charge partielle négative plus une charge entière négative, son nombre d'oxydation est moins 2. Dans le cas de l'azote, dans N2, vu qu'il est lié à lui-même, son nombre d'oxydation sera de 0 puisqu'il n'y a pas de transfert de charge, donc il ne porte pas de charge. Dans le dernier exemple, les hydrogènes portent chacun un nombre d'oxydation de plus 1. On n'oubliera pas qu'on indique toujours le nombre d'oxydation pour un atome, on n'additionne pas. Celui de l'oxygène est de 2-, et dans le cas du carbone, eh bien, puisque les charges partielles qu'il porte s'annulent, les deux delta plus annulant les delta moins, il porte un nombre d'oxydation de 0. Afin d'éviter de dessiner systématiquement les formules développées, il faut connaître quelques règles qui permettent de déterminer les nombres d'oxydation directement à partir de la formule brute. La première de ces règles est que, dans le cas d'un corps pur simple, eh bien, le nombre d'oxydation vaut 0. Pourquoi? Parce que dans les corps purs simples, nous avons par exemple les métaux ou bien les gaz rares qui sont en fait des atomes, donc ils ne sont pas liés et qui ne portent pas de charge. Donc de fait, ont un nombre d'oxydation équivalent à 0. Ou alors vous avez affaire à des non-métaux qui eux sont liés à eux-mêmes. Et comme les deux atomes impliqués dans la liaison ont la même électronégativité, eh bien il n'y a pas de charge créée. Deuxième loi à connaître, eh bien lorsqu'on a affaire à un ion simple, le nombre d'oxydation de ce ion équivaut à la charge qu'il porte. Par exemple, dans le cas de Na+, il porte une charge positive et donc son nombre d'oxydation sera plus 1. La nouvelle nomenclature, on indique par ailleurs ce nombre d'oxydation entre parenthèses après le nom du ion lorsqu'il y a plusieurs nombres d'oxydation possibles. Troisième règle à connaître par cœur, l'hydrogène vaut généralement plus 1, alors c'est un généralement dans le sens où il y a des exceptions, notamment les hydrures, ou notamment lorsqu'il est lié à lui-même, c'est-à-dire lorsqu'on a affaire à un corps pur simple. On n'aurait pas affaire à des hydrures dans nos exercices, et donc, à part dans le cas d'un corps pur simple, vous pouvez considérer que le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut toujours 1. Dans le cas de l'oxygène, son nombre d'oxydation vaut moins 2, et à nouveau, il y a en réalité quelques exceptions. La première exception, c'est s'il est lié à l'atome du fluor, qui est le seul atome qui est plus électronégatif que lui, ou alors s'il est lié à lui-même, notamment dans la molécule d'eau oxygénée, mais à nouveau, dans les exercices que nous vous proposerons, nous ne prendrons pas ces cas-là, et vous pouvez considérer que l'oxygène est toujours moins 2, à part si vous le trouvez dans le corps pur simple O2. Lorsqu'on travaille avec des ions complexes, eh bien, on se rend compte que si on additionne les charges qui sont contenues dans ces ions complexes, on trouve la charge du ion globalement. C'est-à-dire que par exemple ici, dans le cas du OH-, nous avons un delta plus qui s'annule avec le delta-, reste donc la charge négative de l'ion OH-, tel qu'on l'écrit sous la forme brute. Prenons un second exemple, si j'ai l'ion sulfate, je sais que le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours de moins 2, et qu'en additionnant les 4 oxygènes et le soufre du ion, je dois trouver la charge du ion, soit moins 2. Ainsi donc, 4 fois moins 2 plus quelque chose égale moins 2, cela signifie que mon quelque chose vaut plus 6. Et j'ai déterminé le nombre d'oxydation du soufre que je ne connaissais pas. Cette méthode est également valable si le ion se trouve dans une molécule. Le ion qui se trouve dans la molécule est fait des mêmes atomes que le ion qui est libéré, c'est-à-dire que les nombres d'oxydation des atomes du ion dans la molécule sont les mêmes que les nombres d'oxydation des atomes du ion dans l'ion complexe.
Donc quand on a affaire à une grosse molécule comme ceci et qu'on a à l'intérieur un ion complexe, on a intérêt à raisonner sur l'ion complexe pour trouver les nombres d'oxydation. Nous pouvons donc raisonner sur cette quatrième règle qui dit que la somme des nombres d'oxydation de tous les atomes d'un ion donne la charge du ion, mais nous pouvons aussi utiliser une autre règle qui est très similaire et qui dit que la somme des nombres d'oxydation de tous les atomes d'une molécule donne 0. Logique, une molécule étant neutre. Si par exemple j'ai une molécule formée d'un soufre et de 3 oxygènes, on sait que le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours de -2, et bien comme celle-ci est neutre et qu'en additionnant 3 oxygènes et un soufre, je dois trouver 0, cela signifie que mon soufre sera plus 6. Si j'avais eu affaire au dioxyde de soufre, SO2, eh bien j'aurais pu montrer de la même façon cette molécule, le nombre d'oxydation du soufre était de plus 4. Dernier exemple, dans le cas de l'acide sulfhydrique, je connais l'hydrogène plus 1, il y en a 2 dans la molécule, et ma molécule doit être neutre, le soufre sera donc -2. Parfois, on peut avoir le sentiment d'être bloqué avec des molécules trop grosses et 2 inconnues, comme dans cet exemple où nous ne connaissons ni le fer ni l'azote. Nous savons que l'oxygène est -2. La méthode pour résoudre ce genre de problème est généralement de casser en ions. Que lorsque je casse en ion, eh bien j'obtiens ici un ion simple, Fe2+, donc je connais déjà le nombre d'oxydation du fer, qui sera de +2. Et puis à partir de là, je peux réfléchir soit sur la molécule, soit sur l'ion complexe. Le plus simple étant de réfléchir sur l'ion complexe. En additionnant un azote plus 3 oxygènes, je dois trouver -1. Qu'est-ce qui plus 3 fois -2 égale -1? On trouve donc que dans NO3- et donc dans FeNO3-2, le nombre d'oxydation de l'azote est de plus 5. Une oxydoréduction correspond à un transfert d'électrons. Un transfert d'électrons, c'est en fait une perte d'électrons pour un élément et un gain d'électrons pour un autre élément. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, on a forcément autant d'électrons perdus que d'électrons gagnés. Il s'agit effectivement d'un transfert d'électrons. Au moment de l'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction, eh bien on devra justement s'assurer qu'il y ait autant d'électrons perdus que gagnés, parce qu'il est parfois possible d'équilibrer une équation d'oxydoréduction au niveau du nombre d'atomes sans respecter l'équilibre des électrons. Et à ce moment-là, ça ne correspond pas à une réalité. Pour pouvoir déterminer combien d'électrons sont perdus ou gagnés, eh bien la première chose qu'il faut faire, c'est identifier les nombres d'oxydation des éléments qui changent. Donc lorsqu'on a affaire à une équation comme ici, eh bien on va noter au-dessus tous les nombres d'oxydation de toutes les substances. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de repérer les éléments dont le nombre d'oxydation a changé, parce que ça signifiera qu'ils ont gagné ou perdu des électrons. En l'occurrence, ici, nous avons le fer 2+, qui devient du fer 3+. Donc le fer aura perdu un électron. Une perte d'électrons s'appelle une oxydation. Et puis, si on revient à notre équation, eh bien, on se rend compte que le manganèse est passé, lui, de plus 7 à plus 2, c'est-à-dire que lui, son nombre d'oxydation a diminué, en l'occurrence, il correspond à une réduction, c'est passé de plus 7 à plus 2, on a réduit le nombre d'oxydation, mais si on réduit le nombre d'oxydation, c'est en fait qu'il a gagné des électrons, les électrons étant négatifs. Et si un fer ne perd qu'un électron, il est évident que le manganèse ne peut pas récupérer 5 électrons avec un seul fer en face. Ce qu'il faudra, c'est avoir 5 fers qui subissent l'oxydation pour qu'un manganèse puisse subir la réduction. Et donc ces coefficients vont devoir être respectés dans l'équation. Et on va commencer par poser ces coefficients. Il faut 5 fers pour un manganèse. Et ces coefficients-là sont reliés. Je devais en changer un et avoir tout d'un coup besoin de 2 manganèses ici, eh bien je devrais doubler la totalité. J'aurai 10 ici et 2 ici. Parce qu'ils sont liés au niveau du nombre d'électrons. Si je commence à modifier un de ces coefficients stoïchiométriques, eh bien je suis obligée de modifier les autres. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien je peux finir d'équilibrer l'équation en prenant compte cette fois le nombre d'atomes de chaque élément, comme on a l'habitude de le faire, et je vais donc compléter avec les 2 derniers coefficients stoïchiométriques qui manquaient. Au niveau vocabulaire, on appelle la substance qui s'oxyde le réducteur, et puis on appelle la substance qui se réduit l'oxydant.
Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oxydant, même s'il subit la réduction, c'est lui qui provoque l'oxydation de l'autre substance. De même que le réducteur provoque la réduction, mais de fait subit l'oxydation. Prenons un exemple d'équilibre d'équation d'oxydoréduction. Première chose, trouver tous les nombres d'oxydation de tous les atomes présents dans l'équation. L'aluminium est un corps pur simple, son nombre d'oxydation est de 0. L'oxygène vaut toujours moins 2, et l'hydrogène vaut toujours plus 1. Le nombre d'oxydation d'un ion simple est égal à sa charge. L'aluminium 3+, a donc un nombre d'oxydation de plus 3. Nous reste deux inconnus, c'est le soufre dans SO4 de moins. Avec 4 oxygènes moins 2, combien le soufre doit valoir pour obtenir une charge totale de moins 2? Eh bien, moins 8 plus 6 égale moins 2. Tandis que dans H2SO3, nous avons 2 fois plus 1 et 3 fois moins 2, c'est-à-dire plus 2, moins 6, un total de moins 4, et nous avons ici une molécule qui doit donc être neutre. Il faut donc compenser, avoir une charge de plus 4. On voit donc que l'aluminium perd des électrons, en l'occurrence 3, tandis que le soufre, lui, gagne des électrons, en l'occurrence 2. Cela signifie que si on veut respecter Lavoisier et qu'il y a autant d'électrons perdus que gagnés, il va toujours falloir oxyder 2 aluminiums pour réagir avec 3 soufres. Si on reporte ceci, cela signifie qu'on a besoin de 2 aluminiums chaque fois que 3 soufres réagissent et que ces coefficients sont liés, donc ne peuvent être modifiés les uns sans les autres. Reste à déterminer les autres éléments présents. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que l'aluminium et le soufre sont donc réglés, mais il nous reste de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène ne peut être équilibré puisqu'il est inconnu à gauche comme à droite. Il va donc falloir s'occuper en priorité de l'oxygène, et l'oxygène, eh bien, si on regarde ici, on en a 3 fois 4, c'est-à-dire 12, ce qui signifie qu'ici, il en faut 12 également. Or, nous en avons 3 fois 3, donc nous allons avoir 3 molécules d'eau ici. Ce qui signifie qu'à droite, nous nous retrouvons avec 3 fois 2 hydrogènes ici, et encore 3 fois 2 hydrogènes ici, c'est-à-dire 12 hydrogènes ici, et qu'il nous faudra donc aussi 12 hydrogènes ici. Au niveau vocabulaire, l'espèce qui subit la réduction est l'oxydant, et l'espèce qui subit l'oxydation est le réducteur. Second exemple d'équation d'oxydoréduction à équilibrer, à nouveau, même façon de travailler, nous allons inscrire les nombres d'oxydation de tous les atomes que l'on peut observer. Le chlore est un corps pur, donc son nombre d'oxydation est de 0. Les chlorures et les ions H+, sont des ions simples, donc le nombre d'oxydation est équivalent à la charge qu'ils portent. Les autres oxygènes qui ne sont pas liés à eux-mêmes, donc pas des corps purs, valent tous moins 2. Et puis les hydrogènes que nous voyons ici valent plus 1. Restent deux inconnus, les azotes. Dans le premier cas ici, nous avons 2 oxygènes plus un azote dans une molécule, donc le tout doit être égal à moins 2, c'est-à-dire que notre azote sera plus 4. Et dans ce dernier cas, nous sommes dans un ion complexe. En additionnant un azote et 3 oxygènes, c'est-à-dire moins 6, on doit trouver moins 1. Cela signifie qu'ici, notre azote est plus 5. Nous voyons donc que l'azote perd des électrons et donc subit l'oxydation, tandis que le chlore gagne des électrons et donc subit la réduction. Le rapport stoïchiométrique à respecter ici est de 1 pour 1, puisque nous avons un électron perdu par l'azote pour un électron gagné par le chlore. Au moment de mettre ces coefficients dans l'équation, nous sommes un petit peu embêtés parce que le chlore est fourni par 2. Cela signifie que si on met un 1 ici devant, eh bien on n'a pas un chlore, mais on a en fait 2 atomes de chlore. On va donc tout multiplier par 2, c'est-à-dire au lieu de prendre un coefficient stoïchiométrique de 1 pour 1, on va prendre un coefficient stoïchiométrique de 2 pour 2. Cela signifie qu'on va prendre ici 2 chlore, et donc aussi ici 2 chlore, mais également qu'on va prendre 2 azotes, et ici également 2 azotes.
les coefficients étant liés, et donc, comme on l'a dit, hein, si on en change un, on les change tous. Reste à déterminer les oxygènes et les hydrogènes. À nouveau, on voit que ici les hydrogènes ne sont pas connus ni à gauche ni à droite, donc on ne va pas pouvoir les équilibrer. On va commencer par l'oxygène. À droite, tous les oxygènes sont connus, en l'occurrence on en a un total de 6. À gauche, ici, on n'en a que 4, ce qui signifie qu'on doit donc avoir 2 molécules d'eau ici. Et si on a 2 molécules d'eau, cela signifie qu'on a 4 hydrogènes, ce qui se reporte ici. Voici un dernier exemple un peu particulier d'oxydoréduction. Comme d'habitude, dans un premier temps, nous allons chercher les nombres d'oxydation de tous les atomes. Première chose, nous voyons que nous avons du fer atomique, donc état élémentaire, c'est-à-dire avec un nombre d'oxydation de 0. À côté de ça, nous avons du fer dans des molécules qui contiennent de l'oxygène. Et l'oxygène, nous savons qu'il est toujours -2. Nous savons également qu'en additionnant les atomes d'une molécule, nous devons obtenir 0. Dans le cas du FeO, c'est assez simple, il y a un oxygène -2 en face, le fer devra être +2 pour arriver à une somme égale à 0. Dans le cas du Fe2O3, nous avons 3 oxygènes -2, c'est-à-dire un total de 6 charges négatives. En face, il doit donc y avoir 6 charges positives qui sont partagées par 2 fers. Notre fer sera donc 3+. Nous avons ici quelque chose d'un petit peu particulier puisqu'il y a en fait le même élément qui va subir l'oxydation et la réduction. Le fer va s'oxyder en passant de l'état +2 à l'état +3, mais également se réduire en passant de l'état +2 à l'état 0. Nous voyons que chaque fois qu'un fer se réduit, on a besoin que 2 fers s'oxydent et que nous devons avoir un rapport de 2 pour 1. Les coefficients que nous allons reporter ici valent pour la partie droite de l'équation où nous avons les 2 fers oxydés et réduits qui sont distincts, puisque dans la première partie gauche de l'équation, en fait, nous trouvons tant le fer qui va s'oxyder que le fer qui va se réduire dans la même molécule. On va donc placer nos coefficients stoïchiométriques ici, et puis ici, en fait, on a l'addition des deux, 2 plus 1, un fer qui se réduit, 2 fers qui s'oxydent. Ce qui est très particulier dans cet exemple, c'est que le réducteur est le même élément que l'oxydant, et donc nous avons affaire à ce que nous appelons une dismutation.